Supposons que l'on veuille s'accorder à dire que la notion de peuple est importante et que le nationalisme peut en principe être un courant idéologique susceptible d'être porteur de résistance face à l'impérialisme américain. Un obstacle apparaît quand même immédiatement sur notre parcours et c'est peut-être l'obstacle le plus important. Il faudrait pouvoir fournir une définition des notions de peuple et de nation. Or, comme chacun le sait, ces termes sont notoirement difficiles à définir. Toutes les tentatives en ce sens ont échoué. Sans entrer dans les détails de la réponse exposée dans mon livre, j'attire l'attention sur le fait qu'aucune expression, de toute façon, ne peut faire l'objet d'une définition précise. L'indétermination affecte toute expression et pas seulement le terme nation. Elle affecte également le mot personne, par exemple. Ce terme est tout aussi indéfinissable et pourtant, nous n'hésitons pas à reconnaître les droits de la personne. On ne devrait donc pas invoquer l'imprécision du terme peuple ou de nation pour rejeter la possibilité de leur reconnaître des droits. Si les termes peuple et nation sont si difficiles à définir, c'est peut-être parce qu'il y a plusieurs sortes de peuples, plusieurs sortes de nations. C'est du moins l'approche qui est adoptée dans mon livre. Je vais donc dans un premier temps introduire rapidement une typologie décrivant les différents types de nations. Je vais ensuite tenter d'identifier ce qu'elles ont en commun. À cette fin, je tenterai de clarifier les relations qui existent entre l'État et la nation, et aussi, je tenterai de distinguer les notions de peuple et de nation. Allons-y maintenant pour quelques définitions. Dans mon ouvrage, je suis conduit à admettre 7 sortes différentes de nations, de même que différentes sortes de fragments minoritaires de nations. C'est que, à mes yeux, les groupes nationaux se subdivisent en 2 grandes catégories. Il y a les nations à part entière et les fragments de nations, tels que, par exemple, les groupes issus de l'immigration, qui ne forment pas à eux seuls des nations. S'agissant des nations, il y a tout d'abord les nations ethniques. Ce sont des groupes qui n'ont pas d'État ou de gouvernement autonome, qui sont très majoritairement concentrés sur le territoire d'un État souverain, qui rassemblent une population partageant une même origine ancestrale et qui se représentent les choses de cette façon. Plusieurs peuples autochtones sont dans cette situation. Il y a ensuite les nations culturelles. Ce sont des groupes rassemblant des populations sans État et sans gouvernement autonome, situés majoritairement sur le territoire d'un État souverain, ayant des origines ancestrales diverses cependant, et partageant néanmoins une même langue maternelle, la même culture, les mêmes institutions et une même histoire. Ce sont des populations qui se représentent aussi les choses de cette façon. On pense par exemple à la nation métisse, qui fournit un bel exemple de nation culturelle. Il existe des nations sociopolitiques. Ce sont des groupes qui ne possèdent pas d'État souverain et qui sont situés très majoritairement sur le territoire d'un État souverain, qui rassemble une population ayant en commun un gouvernement autonome, mais non souverain, ainsi qu'une ou des langues publiques communes, et qui se représentent les choses de cette façon. Les nations écossaises, catalanes et québécoises, de même que la nation inuite du Nunavut, constituent de bons exemples de nations sociopolitiques. Il existe des nations civiques, caractérisées par un gouvernement souverain, donc il s'agit de peuples qui ont un État souverain, mais qui ne contiennent pas sur leur territoire des nations non souveraines, et qui se représentent les choses de cette façon. On donne souvent comme exemple l'Islande, la Corée ou le Portugal. Il existe des nations multisociétales. Ce sont des groupes constitués en États souverains, comme les nations civiques, mais qui contiennent sur leur territoire une ou des populations prenant la forme de nations non souveraines, et la population entière de cet État souverain se représente comme étant multisociétale, c'est-à-dire comme incluant des nations non souveraines sur son territoire. Il y a les nations multiterritoriales, qui sont des groupes sans État et sans gouvernement autonome, qui sont présents en fragments minoritaires sur les territoires de plusieurs États souverains, mais qui forment des minorités sur chacun de ces territoires, tout en se trouvant sur un territoire continu, chevauchant ces différents États souverains. Et ce sont des populations qui se représentent de cette façon. Alors on songe aux Kurdes
du Kurdistan ou aux Mohawks d'Akwesasne, qui fournissent des exemples de nations multiterritoriales. Il y a enfin les nations diasporiques. Ce sont des groupes sans État, ni sans gouvernement autonome, situés en fragments minoritaires sur les territoires de plusieurs États souverains, et qui forment des minorités sur chacun de ces territoires, mais ces territoires sont discontinus, et la population appartenant à la nation diasporique se représente comme étant ainsi dispersée sur des territoires discontinus. Les peuples roms et circassiens fournissent de bons exemples de telles nations. Historiquement, la nation juive ashkénaze, parlant le yiddish, constitue un autre bel exemple de nation diasporique. Enfin, j'ai dit qu'il fallait reconnaître aussi l'existence de groupes nationaux qui ont un caractère national, mais qui ne constituent pas à eux seuls des nations à part entière. On songe tout de suite aux communautés issues de la migration. Ce sont des groupes qui veulent que soient préservés certains de leurs traits culturels provenant de leur communauté d'origine. Ils sont attachés non seulement à leur communauté d'appartenance nouvelle, mais aussi à cette communauté d'origine. Ils sont donc toujours attachés à cette dernière parce qu'ils y sont nés. C'est pour ça qu'on dit qu'ils sont issus de l'immigration. Il se peut toutefois que cet attachement perdure par-delà les générations et on ne peut plus alors parler de groupes issus de l'immigration. Il faut donc une catégorie nouvelle qui rassemble non seulement les gens qui sont nés à l'étranger, mais aussi, par exemple, les Pakistanais de deuxième génération nés en Grande-Bretagne ou les Afro-Américains nés aux États-Unis. Aussi, il faut un autre vocabulaire pour caractériser l'ensemble de tous ces groupes. J'emploie le terme de diaspora non contiguë, ce qui renvoie autant aux communautés issues de l'immigration qu'à ceux qui conservent un attachement à un pays d'origine, même lorsqu'ils sont nés dans le pays d'accueil. L'expression diaspora non contiguë laisse entendre qu'il existerait aussi d'autres sortes de diaspora qui, elles, seraient contiguës. Ce sont en fait ce que nous appelons souvent des extensions de nations voisines. En anglais, on parle très souvent de kin minorities. En boutade, on peut dire que ce sont des minorités qui sont tombées du mauvais côté de la frontière. Il en existe de plusieurs exemples. Ça permet d'illustrer en quoi consistent ces diasporas contiguës. Les minorités serbes et croates de Bosnie, par exemple. Les minorités russes des Pays-Baltes. La minorité palestinienne en Israël. Les minorités basques et catalanes en France. La minorité hongroise en Slovaquie. Et la minorité sud-tyrolienne en Italie. Il en existe des centaines. On peut dire qu'il aurait fallu reconnaître la minorité russophone de l'Ukraine, qui était une diaspora contiguë, la minorité arménienne du Haut-Karabakh en Azerbaïdjan, et la minorité albanaise du Kosovo, parce que la population se représentait comme appartenant à la nation albanaise, donc une extension de la nation albanaise. Malgré toutes ces différentes sortes de nations et de fragments minoritaires de nations, il existe peut-être des ressemblances de familles. Disons tout de suite que dans toute cette typologie, les peuples sont des entités collectives. Un peuple n'est pas seulement une collection de personnes. Il n'existe pas séparément d'une collection de personnes et il est constitué de cet ensemble de personnes. Mais un seul et même peuple peut persister dans le temps, même si l'ensemble des personnes varie systématiquement. Les membres sont liés entre eux au moins par une langue, donc c'est pas simplement une collection d'individus, c'est une collection d'individus liés par une institution de base, la langue. Ensuite, par des institutions dans lesquelles cette langue est principalement parlée, ainsi que par une histoire qui est la trajectoire de ces institutions dans lesquelles cette langue est principalement parlée. Et dans toutes ces définitions, on précise que la population dispose d'une autoreprésentation subjective. La raison en est que la nation n'existe pas sans conscience nationale. Cela inclut une autoreprésentation de ce que nous avons été jusqu'à présent, une autoreprésentation de ce que nous sommes en ce moment et une autoreprésentation de ce que nous voulons être à partir de maintenant.
On aura aussi remarqué que la typologie proposée tient compte de l'existence des territoires. Il y a des nations sans gouvernement, mais majoritairement présentes, ai-je dit, au sein du territoire d'un État souverain. Les nations ethniques et culturelles sont dans cette situation. Il y a des nations avec gouvernement dont le territoire est juridiquement délimité et qui se trouvent, elles aussi, sur des territoires d'un État souverain. La nation sociopolitique en donne un exemple. Il y a des nations souveraines qui ont juridiction sur des territoires, des nations civiques et multisociétales. Et il y a aussi, bien sûr, des nations, comme je l'ai présenté, qui vont à l'encontre des frontières officielles, mais elles sont également définies à partir de ces territoires, les nations multiterritoriales et diasporiques. Et il faut reconnaître, certes, qu'il existe différentes conceptions du territoire. Il peut s'agir d'une terre ancestrale, comme c'est le cas pour les nations ethniques. Il peut s'agir d'un territoire défini culturellement, comme c'est le cas pour les nations culturelles, c'est-à-dire un territoire délimité à partir des villes, de villages, du patrimoine bâti, des zones de villégiature, des lieux de sépulture, et ainsi de suite. Une telle définition culturelle du territoire est particulièrement appropriée pour la nation culturelle. On peut avoir une conception juridictionnelle du territoire, comme c'est le cas pour les nations civiques multisociétales, mais aussi pour les nations sociopolitiques. Mais dans tous les cas, je voudrais retenir l'idée autochtone selon laquelle les peuples appartiennent au territoire qu'ils occupent en fait. Les territoires sont pour les peuples ce que sont en quelque sorte les corps humains pour les personnes. Il existe un lien d'appartenance au territoire. C'est un premier aspect communément possédé par tous les peuples. Cette approche va bien entendu complètement à l'encontre de la doctrine de la terra nullius, en vertu de laquelle les territoires que l'on découvre n'appartiennent à personne. Mais elle va aussi à l'encontre de la conception cosmopolite selon laquelle les territoires appartiennent à tout le monde. Or, les territoires appartiennent au peuple parce qu'ils font partie de leur identité. On peut donc, en première approximation, dire qu'un peuple, c'est une collection de personnes liées entre elles par au moins une langue, par un ensemble d'institutions dans lesquelles cette langue est parlée, ainsi que par une histoire de ces institutions sur un territoire d'appartenance, cette population se représentant les choses de cette façon. Pour approfondir la notion de peuple et aussi celle de nation, en cherchant à identifier ce que les différents types de nations ont en commun, il peut être utile de partir d'une distinction souvent admise entre les deux notions, peuple et nation. Selon un certain point de vue, la nation est perçue comme un État souverain, un pays, alors que le peuple serait une collectivité ethno-culturelle non souveraine et ne pourrait pour cette raison être qualifié de nation. Pour illustrer l'usage du terme nation dans cette distinction, on peut se rapporter à l'Organisation des Nations Unies. Les nations sont ici les 193 États souverains, les 193 pays. Pour illustrer l'usage qui est fait du terme peuple dans cette distinction, on peut se rapporter à la Déclaration sur les droits des peuples autochtones. Or, les peuples autochtones sont justement des collectivités ethno-culturelles ne disposant pas d'un État souverain. Je dois dire que je m'oppose à cette façon de voir les choses. Tout d'abord, les nations souveraines ont toutes des peuples correspondants. La nation allemande correspond au peuple allemand, la nation française correspond au peuple français, la nation canadienne correspond au peuple canadien. Il faut donc conclure que le peuple allemand, français et canadien sont des peuples souverains. Donc, il ne faut pas penser que les peuples sont tout le temps des communautés ethno-culturelles non souveraines. Il y a pour chaque État souverain une nation, un peuple en tant que tel. Et si les peuples correspondent à des nations souveraines, on peut à l'inverse aussi affirmer qu'à tous les peuples correspondent aussi des nations, qu'ils soient souverains ou non. Par exemple, plusieurs peuples autochtones sont aussi décrits comme des premières nations. Et ce, même si ces peuples n'ont pas d'État souverain. De la même manière, le peuple québécois forme une nation, même s'il ne forme pas
un État souverain. Il a une Assemblée nationale, une fête nationale, une capitale nationale, des archives nationales, une bibliothèque nationale. Donc, il est une nation sans être un État souverain. Mais si les nations sont constituées de peuples et que tous les peuples forment des nations, est-ce à dire que ce sont là deux expressions synonymes? Non, car on peut dire qu'une nation, c'est un peuple avec une certaine identité institutionnelle. Le peuple peut avoir une identité institutionnelle d'État souverain, Allemagne, France, Canada. Il peut avoir aussi une identité institutionnelle gouvernementale non souveraine, Québec, Catalogne, Écosse. Il peut aussi avoir une identité institutionnelle non gouvernementale. Plusieurs peuples autochtones sont dans cette situation. Mais prenez aussi comme exemple la nation acadienne. Elle a une langue, une culture, un patrimoine, un drapeau, une fête nationale, des institutions éducatives, des hôpitaux, une expérience historique de déportation. Elle a une identité institutionnelle sans avoir un gouvernement en propre. Et elle se représente comme une nation. On est donc en face d'un continuum. À un bout du spectre, on a des nations avec une identité institutionnelle minimale, sans même avoir de gouvernement, et à l'autre bout du spectre, des nations ayant une identité institutionnelle maximale d'État souverain. Si on veut référer seulement à la population composant une nation, on peut employer le mot peuple. Mais quand on veut référer au peuple avec son identité institutionnelle, on emploie le mot nation. Alors, pourquoi certains sont-ils si réticents à admettre l'existence de nations qui ne seraient pas souveraines? Ils sont, à mon avis, sous l'emprise de la vieille conception 19e selon laquelle toute nation doit être souveraine. En vertu de cette vieille conception qu'on appelle souvent le principe des nationalités et qui était à son apogée au 19e siècle, les limites de l'État devaient coïncider avec les limites de la nation. C'est une conception qui m'apparaît désormais dépassée. Alors, si on accepte cette définition normative provisoire de la nation, il s'ensuit un certain nombre de conséquences assez importantes. Tout d'abord, il nous faudra admettre l'existence d'environ 5500 à 6000 nations dans le monde, dont 5000 sont des nations autochtones. Il nous faudra aussi admettre que la plupart des 193 pays dans le monde sont des États multinationaux. Même si on n'adhère pas à la typologie telle que je l'ai présentée, on peut à tout le moins admettre aussi des nations sans identité gouvernementale, des nations avec une identité non gouvernementale, une identité gouvernementale non souveraine, et des nations ayant une identité institutionnelle d'État souverain. Donc, il faut admettre aussi plusieurs sortes de nations. C'est la conséquence de la conception que je viens de mettre de l'avant et qui caractérise à nouveau la relation entre peuple et nation. Je viens d'indiquer que la plupart des pays formaient des États multinationaux. Il faudrait donc procéder à une clarification générale de ce qu'est un État multinational et en particulier de la relation entre l'État et les nations sans État qui se trouveraient sur son territoire. Comment comprendre la relation entre les deux? Il faut, à mon sens, critiquer une interprétation de la relation entre l'État et les nations sous-étatiques qui s'appuierait sur une conception centripète en vertu de laquelle les nations sans État feraient partie de la nation constituée en État. Il faut aussi, à l'opposé, critiquer tout autant une interprétation centrifuge qui postulerait des nations majoritaires et minoritaires et au sein d'un État non national, qu'il soit supranational ou post-national, qui serait situé au-dessus d'eux. La conception centripète représente l'État multinational comme impliquant un rapport entre une nation étatiquement structurée et des nations non souveraines, les secondes étant dans une relation de partie à tout avec la première. Les nations sans État qui seraient sur le territoire d'une nation ayant un État seraient, selon cette conception centripète, des parties de la nation organisée en État, à savoir des nations se trouvant dans la nation étatique. On peut aussi se représenter la conception centripète sur le modèle des poupées gigognes russes. Les nations sans État étant, pour ainsi dire, encastrées
dans la nation-État. Dans tous les cas, la nation-État absorberait les nations sans État en son sein. Pour m'opposer à ce point de vue, je propose l'exemple fictif d'un collège dans lequel 200 étudiants décident de créer la Société des poètes disparus. Plus tard, une quarantaine d'étudiants au sein de ce groupe décident de créer la Société des poètes contemporains, tout en continuant d'appartenir à ce premier groupe. Or, même si tous les membres de la Société des poètes contemporains font partie de la Société des poètes disparus, cela ne veut pas dire que la Société des poètes contemporains fait elle aussi partie de la Société des poètes disparus. Par exemple, dans un registre corporatif, les deux sociétés apparaîtraient côte à côte comme ayant un statut égal, et ce même si l'une est plus petite que l'autre et que les membres de la plus petite sont des membres de l'autre. Je suggère de penser de cette façon la relation entre la nation sans État et la nation-État. Il s'agit de deux types différents de nations vivant l'une à côté de l'autre et ayant un statut égal, et ce même si la nation sans État est plus petite, qu'elle est sur le territoire de l'autre et que ses membres sont tous des membres de l'autre. Cela résout la tension apparente entre le respect de la différence autochtone et la volonté de souscrire à une approche inclusive de l'ensemble des citoyens. En 1999, dans mon livre « La nation en question », j'insistais pour dire que les nations autochtones vivant sur le territoire québécois ou canadien ne faisaient pas partie de nations québécoises ou canadiennes. En même temps, je voulais cependant adopter une conception inclusive de la nation québécoise. Cette approche inclusive commande de traiter l'ensemble des citoyens ou résidents permanents, et cela inclut les individus autochtones, au sein de la nation. On comprend mieux à partir de l'exemple fictif de la Société des poètes comment tout cela est possible. Même si tous les citoyens autochtones font partie de la nation québécoise ou canadienne, cela est compatible avec l'idée que les nations autochtones ne peuvent ni ne doivent être comprises comme faisant partie de la nation englobante, qu'elle soit québécoise ou canadienne. Le caractère de nation distincte des peuples autochtones est compatible avec une conception inclusive comprenant notamment l'ensemble des citoyens autochtones. Cette façon de voir les choses ne fait pas que résoudre des problèmes de compréhension théorique. Cela rend aussi possible comment peuvent être envisagées des négociations d'égal à égal, de nation à nation, qui ne soient pas que l'expression de vœux pieux. Alors nous venons d'examiner brièvement une interprétation de l'État multinational qui s'appuie sur une conception centripète. Voici maintenant, à l'inverse, une interprétation que je qualifierais de centrifuge. Il s'agit de se représenter l'État comme n'étant rien d'autre qu'une structure purement administrative, désincarnée, surplombant une nation majoritaire et une ou des nations minoritaires. Selon son point de vue, l'État multinational ne contribuerait pas à l'identité nationale. Il serait ou bien post-national, ou bien supranational, mais dans tous les cas, il faudrait y voir une entité abstraite, purement administrative et n'ayant aucune vocation identitaire. Je répondrai à l'interprétation centrifuge par la remarque lapidaire suivante. Dans la plupart des pays, la plupart des gens considèrent que leur nation, c'est leur pays. Si vous demandez à la population d'origine Han, composant 90% de la population chinoise, quelle est leur nation, ils vous répondront la Chine et non le peuple Han. Si vous demandez aux 70% des citoyens de Russie qui sont d'origine ethnique russe quelle est leur nation, ils vous répondront que c'est la Russie. De la même manière, si vous demandez aux Canadiens parlant anglais quelle est leur nation, ils vous répondront que c'est le Canada et non la nation canadienne anglaise. Idem pour la majorité castillane d'Espagne. Il s'ensuit que l'on ne peut pas faire de l'État une entité purement administrative, car l'État souverain entre dans la définition même de la notion de pays. Les majorités Han, ethniquement russes, canadiennes anglaises ou castillanes, considèrent que leur nation est un pays rassemblant l'ensemble des citoyens dans un État souverain, et cet État souverain fait partie de leur pays. Cette clarification est importante car elle n'est pas encore une fois que théorique. Elle a pour effet d'invalider les modèles politiques suggérant que les tensions entre un groupe
numériquement dominants et les nations minoritaires peuvent être résolues par une représentation adéquate sur le plan politique des différents groupes au sein d'un appareil étatique qui serait, lui, politiquement neutre. La conception centrifuge selon laquelle l'État multinational ne serait rien d'autre qu'un fiduciaire mis au service de nations constitutives occulte la dimension identitaire de l'État et risque pour cette raison d'occulter la propension de la majorité à favoriser une conception centripète de l'État. Une fois que l'on évite les deux interprétations extrêmes centripète et centrifuge de l'État multinational, on est en face d'une nation-État en relation sur un même territoire avec des nations qui n'ont pas d'État souverain, mais qui devraient avoir un statut égal à la nation-État.